Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, le chantier prévu sur la route 138 sera peut-être reporté. Un guide pour maintenir les percées visuelles. Le MAC-BSP fête son 30e anniversaire et le Symposium sa 40e édition. Des vins 100% locaux et certifiés bio. Un concert festif baroque avec des instruments d'époque. Et au sport, on parle du retour de la classique Charlevoix. Bonne émission. Le 24 mai dernier, la Ville de Baie-Saint-Paul a tenu une soirée d'information sur les travaux prévus sur la route 138. Cette réunion s'est déroulée sans représentant du ministère des Transports et on a soulevé beaucoup de questions durant cette rencontre. Alors voici quelques extraits et commentaires des participants à cette soirée d'information. On parle de ce projet-là depuis 2018, fait que c'est pas depuis hier qu'on a commencé à travailler sur le projet là, de la réfection de la 138. C'est quand même des travaux là, qui sont planifiés, des travaux d'importance. Bien que le projet de réfection de la 138 soit sur la table à dessein depuis plusieurs années, il est impossible de connaître la date de début des travaux, indique le maire Michael Pilote. La question de temps attendu, là, quand ça commence, ben c'est plate à dire, mais j'ai même pas l'information non plus. Vous savez qu'actuellement, c'est une route qui est nationale, une route qui est sous la juridiction là, du gouvernement du Québec et la Ville, on en est partenaire, mais là, il y a quand même une grève qui touche tous les ingénieurs là, de l'État québécois, fait que cette grève-là elle a des impacts qui sont majeurs. On a convoqué quand même cette séance-là, puisque lorsqu'on a convoqué cette séance, on avait des informations qui parlaient là, d'un début du chantier là, ce lundi prochain, là, le 30 mai. Et là, les dernières informations là, qu'on a eues, c'est que le chantier ne débutera pas non plus ce lundi. C'est souvent repoussé. C'est sûr que c'est une grève, c'est quand même... On a peu d'emprise à ce niveau-là. Il y a eu des démarches qui ont été faites aussi là, avec Transport Québec et on a essayé différentes façons là, pour qu'on puisse là, avoir le signal de départ et qu'on puisse débuter le chantier. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir ce signal-là, malgré les différentes tentatives là, de part et autre. Certains citoyens présents estiment que la Ville aurait dû mener, au préalable, plus de consultations afin d'éviter que le ministère des Transports impose unilatéralement ses décisions. Il n'y a personne ici à soir qui a déjà fait partie de la consultation, que je déplore un petit peu, parce que là, on va avoir 2 pistes cyclables. On avait-tu besoin de 2? Je trouve juste que, oui, il va y avoir des arbres, c'est super beau, les graminées, les arbustes, c'est parfait, mais sauf qu'on n'a pas... je trouve que la pandémie a le dos large un peu là-dedans et j'aurais aimé ça on s'assise durant l'hiver ou l'année passée, puis qu'on puisse, soit par Zoom ou par Team, qu'on puisse échanger, qu'on ait notre avis, parce que ça fait 4 ans qu'ils travaillent le projet, donc en tout cas, moi, j'ai pas eu de lettre, et j'ai pas vu rien passer de ça, donc c'est pour ça qu'à soir, on avait mobilisé des gens qui viennent un peu s'exprimer, puis comprendre c'est quoi qui va se passer durant les travaux. Je trouve qu'ils vont être obligés d'aller très, très vite, compte tenu du retard qui est accumulé actuellement. Et j'ai peur que le ministère des Transports nous bulldoze les gens, et d'autant plus que ce sont les maîtres d'œuvre, ce sont les propriétaires du terrain. Et on voit que la ville on dirait, n'est pas assez présente au niveau... elle va fournir des fonds, mais elle n'est pas assez présente au niveau de l'exécution. J'ai demandé ce soir qu'il y ait un genre de pas de comité d'arbitrage ou de médiation si on a des problèmes avec le ministère. J'ai eu une réponse partielle, ça va être un employé municipal. J'aurais voulu que ce soit un conseiller municipal de la Ville qui dise « Moi, je vais reprendre le dossier. S'il y a un litige ou une mésentente, je vais être le porte-parole auprès de nous autres et contribuables. » J'ai l'impression qu'on va être bulldozé pour différentes raisons. C'est plus en pandémie, là. Hein? C'est le temps de le faire d'une bonne façon. La durée du chantier est estimée à 22 semaines, soit plus de 5 mois. Ce qui implique que les travaux devront commencer le plus tôt possible ou encore être reportés à l'an prochain. On se ramasse que dans 2, 3 semaines, 4 semaines, il ne se passe rien. On ne peut pas commencer ce genre de travaux majeurs-là, le 15 juin, là, quand on sait que c'est absolument impensable là, que vous autres, la Ville, vous n'avez pas vraiment rien comme pouvoir de dire au ministère
Nous autres, on n'accepte pas que les travaux se fassent dans le contexte où on est en pleine saison touristique. Déjà, on n'a rien de commencé, puis on va finir quand? C'est le ministère qui va prendre la décision si c'est un go ou si c'est un no-go. Bien, la décision finale, en effet, va revenir à Transport Québec, mais c'est clair et certain qu'il y a du dialogue autant au niveau administratif, au niveau de la fonction publique respective, que ce soit le municipal et le provincial, et il y a aussi des discussions entre le politique. Puis c'est sûr et certain, comme je vous mentionnais tantôt, c'est en analyse. Le maire de Baie-Saint-Paul reconnaît qu'il s'agit d'une situation difficile et qu'il faudra trancher très bientôt, à savoir s'il y aura des travaux sur la 138 cet été. C'est clair que différents scénarios sont analysés, là, autant parce que chaque scénario... Dont le report du chantier à l'an prochain. Tout est analysé, puis c'est clair que chaque option a des pour, chaque option a des désavantages, donc c'est d'analyser les différentes options, puis actuellement, je n'ai pas de boule de cristal qui me permet de voir là, quand est-ce que ça va se régler, mais c'est sûr que l'équation mathématique le démontre. Plus on retarde, on a 22 semaines de travaux à faire, fait que c'est sûr que plus on commence tard, ben plus ça va se terminer tard, et c'est sûr qu'on est au Québec, on n'est pas en Floride, fait qu'il y a un hiver qui s'en vient aussi, là, bien qu'on arrive à l'été, qu'on a pas hâte déjà de penser à l'hiver, mais c'est sûr qu'il y a un hiver qui va s'en venir au cours du mois de décembre prochain, fait que c'est toutes des choses qui sont actuellement regardées, autant de la ville qui en fait des propositions, et au niveau du ministère aussi, là, il regarde différents scénarios. Grâce à l'entente régionale pour la mise en valeur des paysages, un guide intitulé « Stratégie de maintien des percées visuelles » a été réalisé. J'en parle avec sa rédactrice, Sophie Deblois. Sophie Deblois, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé une stratégie de maintien des percées visuelles. Oui, De quoi il s'agit exactement? En fait, c'est un projet qui est issu de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages. C'est vraiment les partenaires de l'entente qui ont souhaité développer une méthode, une démarche qui permettrait de maintenir ou de dévoiler, je dirais, là, une percée visuelle sur un site. Vous avez donc choisi des sites sur lesquels vous avez travaillé dans la région. Quels sont-ils? Les sites de la région de Charlevoix, c'est le site de l'information touristique à Baie-Saint-Paul. Oui, où nous sommes en ce moment. Exactement. Ensuite, il y a la Croix-Lumineuse de Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Et l'épicerie chez Paul aussi à l'Île-aux-Coudres. Quand on fait une stratégie pour maintenir des percées visuelles, on parle de quoi? Comment c'est structuré une stratégie comme ça? En fait, c'est vraiment une étude qu'on a faite sur ce site. Donc, ça a commencé par une étude de cas. Alors, c'est différentes étapes qui, tranquillement, sont venues à nous à force de réflexion. C'est-à-dire, bon, première étape, regarder la vue qu'on souhaite ouvrir ou entretenir. Oui. Ensuite, c'est de voir à qui appartiennent les terrains. Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Est-ce que ça appartient au MTQ? Est-ce que ça appartient aux villes? Est-ce que ça appartient à des privés? Ensuite, bien là, c'est vraiment les stratégies. Qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant qu'on a bien observé. Qu'est-ce qu'on doit couper? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut simplement ébrancher quelques arbres? Est-ce que c'est débroussailler? Voilà, ça dépend. Chaque site est différent. Vous avez déposé cette stratégie, donc, auprès des intervenants. C'est quoi la suite, là? Qu'est-ce que, par exemple, ici, la municipalité de Baie-Saint-Paul ou la région ou la MRC peut faire suite au dépôt d'une stratégie comme celle-là? En fait, maintenant, le travail qui a été réalisé est en ligne sur notre panorama.com. Okay. Alors, les 7 sites qui ont été sélectionnés, sur lesquels on a travaillé, on voit toutes les démarches qui ont été réalisées. Donc, les 7 municipalités choisies ont déjà un peu, je dirais, clé en main le projet à réaliser. Ensuite, ils ont la démarche, je veux dire. Maintenant, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut ouvrir cette vue? Est-ce qu'on veut entretenir ça? Ça va vraiment être du cas par cas selon les Parlons les de l'endroit où nous sommes, justement. Ouais. Là. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici pour préserver les percées visuelles? Parce que ce qu'on voit, c'est que la végétation, ça pousse. Et de plus en plus, on perd la vue. C'est normal. C'est la vie de la végétation. OK. Ça pousse. C'est Oui, la bien nature. sûr. L'avantage, je dirais, avec ce site-ci, c'est qu'il y a toujours la route. Donc, il y aura toujours une percée visuelle Il va toujours ici. avoir une légère percée visuelle qui va permettre de voir la montagne, le fleuve, peut-être un petit bout de l'île aux Coudres. Mais déjà, ça, pour la vue, c'est déjà ça de gagner. Ensuite, je dirais, un des enjeux en lien avec ce site-ci, c'est que les terrains un peu plus bas, c'est des terrains privés. Alors, on ne peut pas forcer la main à personne. Hein? C'est des terrains privés. Alors, un arbre, si on veut le garder, bien, on le garde. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une valeur qui peut être accordée à un paysage? Parce que dans le domaine de l'immobilier, entre autres, une maison avec vue est beaucoup plus dispendieuse qu'une maison pas de vue. Est-ce qu'il y a des analyses? Est-ce qu'on peut évaluer la valeur d'un paysage?
Ah, bien, nous, on est en train de travailler sur un projet, une étude. On est à la phase 2 en ce moment, l'étude sur la valeur économique des paysages. Et c'est vraiment quelque chose qui a été déterminé là, lors de cette étude-là. C'est que une vue, que ce soit sur le fleuve, une ouverture visuelle, que ce soit sur les champs, sur une montagne, ou juste un espace ouvert autour de soi, autour d'une maison, mais ça a une valeur, exactement. Valeur sociale, valeur écologique aussi, mais valeur économique parce que ça va augmenter aussi la rente immobilière là, d'une propriété, je dirais. Sophie Delouis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cet été, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul soulignera son 30e anniversaire et l'on soulignera également la 40e édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et pour souligner le tout, on a préparé une programmation des plus diversifiées. Le très connu collectif BGL sera en vedette avec une exposition qui prendra place à la salle Françoise Labbé du MAC BSP et qui promet une expérience immersive. Cet été, on fête 30 ans pour le musée, on fête 40 ans pour le symposium. Et j'ai utilisé cette expression-là à outrance dernièrement. J'ai dit « on revit, on renaît ». Il y a, entre autres, une importante installation qui va être présentée ici dans l'exposition qui s'appelle Canadasimo l'Atelier, qui est en fait un extrait d'une portion de la grande installation que les artistes avaient présentée à la Biennale de Venise en 2015 lorsqu'ils ont représenté le Canada. Et c'est vraiment un petit lieu qui est construit ici comme une sorte de petit cabanon, atelier dans lequel on va pouvoir rentrer et vivre l'univers d'un artisan, finalement, d'un artiste amateur qui crée après son boulot, après son travail ici. Donc, on va intégrer ça, mais en même temps, cette pièce-là va être en dialogue avec plusieurs autres sculptures du collectif qui va nous plonger dans tout l'univers matériel et réflexif de leur travail. Comment les technologies numériques ont modifié notre perception, notre manière de faire les choses, notre manière de voir. Alors, c'était la proposition qui avait été lancée aux artistes, c'est-à-dire de leur demander de s'arrêter, de réfléchir à qu'est-ce que c'est le monde dans lequel on vit qui devient de plus en plus technologique. La directrice artistique du symposium, Anne Beauchemin, souligne que cette année, la contribution des visiteurs sera partie prenante des œuvres qui seront réalisées. Bien, en fait, c'est que la dimension nouvelle qui est donnée à l'interaction, c'est qu'à cause des outils technologiques avec lesquels certains artistes vont travailler, la réponse interactive va être là, ça fait partie de l'œuvre. La réaction, le rapport du spectateur aux œuvres fait partie de l'œuvre. Pour le directeur général du MAC BSP, Martin Ouellette, l'été à venir permettra plus que jamais aux visiteurs de vivre des expériences uniques. Parce que cette année, il y a une grosse brochette d'activités. Il y a une grosse brochette d'artistes. On est très contents. Il y aura des activités pour les plus petits, les plus jeunes, les plus grands. Tout le monde est invité. Il y a des activités à l'extérieur, des activités dans le musée, des activités dans le symposium. On va plaire à tout le monde. Et on veut que tout le monde vienne nous voir. La famille Migneron embouteille en ce moment 6 nouveaux vins certifiés bio et 100% locaux. Nous avons rencontré les vignerons afin qu'ils nous parlent des difficultés et des défis de faire de la viticulture dans la vallée du Gouffre. En tant que co-vigneron, comme trio, c'est notre première cuvée. On est super fiers de vous présenter ces produits-là aujourd'hui. Puis, en fait, c'est super symbolique de pouvoir apporter notre petite touche à ces produits-là. Qu'est-ce qui caractérise vos produits, Philippe? Bien, en fait, on a essayé de travailler de la façon la plus naturelle possible, là, en restant le plus près du raisin, donc du produit qui sort du champ, en manipulant là, les mous puis les vins le moins possible pour avoir un vin là, le plus charlevoisien qui soit.
qui est vraiment le plus axé sur son terroir. Puis c'est un petit peu la philosophie qu'on s'est donnée, le défi qu'on s'est donné aussi pour une première année. C'est sûr que comme première année aussi, on n'a pas pris non plus d'immenses risques, là. Donc, on ne peut pas considérer tous nos produits comme étant complètement naturels, mais on a vraiment poussé là, la note vers ça. Alexandre, qu'est-ce qui caractérise le travail en vigne d'une façon particulière sur le terrain, dans le champ? Qu'est-ce qui caractérise votre production? Écoute, nous autres, on est certifiés. En partant, on a la certification biologique. Donc, ce qui ça fait en sorte, c'est qu'on n'a pas d'ajout de pesticides, pas d'insecticides. Donc, pas non plus, justement, d'engrais chimiques non plus. Fait que, on garde ça, comme Phil dit tantôt, le plus naturel possible. Fait que ça fait en sorte qu'on a beaucoup de travail mécanique au niveau du sol. Puis, ça fait en sorte que la vigne va être beaucoup plus en santé. Puis, tu sais, le fait qu'on ait, justement, plusieurs cultures aussi sur le site, ça fait en sorte, justement, que ça diversifie. Puis, ça devient un beau milieu de vie aussi, tu sais. Je me verrais mal. On se voyait mal au début aussi, nous autres, se promener nécessairement dans la vigne, tu sais. Quand tu vois certains grands vignobles de ce monde qui vont traiter justement avec des produits chimiques, puis après ça, que tu peux pas passer 3-4 jours sans rentrer dans le vignoble. Nous, c'est notre milieu de vie aussi, tu sais, au final. Fait que ça allait de soi qu'on allait travailler de cette façon-là, continuer ce qui avait été fait. Là, maintenant, vous présentez 6 nouveaux produits. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise ou qu'est-ce qui différencie chacun d'eux? En fait, on est quand même sur une signature qui va être, comme Philippe le disait si bien, qui va être vraiment sur le fruit. On continue dans la tangente qu'on adore faire des blancs, on adore faire des vins de fraîcheur aussi. Donc, un rosé plus pâle, un rosé plus foncé, 2 magnifiques blancs. Et puis, on va avoir des belles bulles à travers ça qui vont un peu arroser notre année. Donc, on va les sortir un peu graduellement cette année. Et puis c'est ça. Donc, tout en couleur, tout en fraîcheur avec du beau pigment naturel dans les raisins. On est en début de saison. Qu'est-ce qui constitue qu'est-ce que vous faites présentement sur vos vignes? Quel est le travail que vous devez faire présentement pour vous assurer d'une deuxième cuvée l'an prochain? Bien là, on est en train de terminer la taille. Fait que c'est vraiment la première étape qu'on a à faire dans les vignes, là, c'est-à-dire de tailler, de raccourcir les bois pour pas que la vigne parte dans tous les sens. Fait qu'on contrôle un peu puis on dirige la vigne comme on le souhaite. On garde la quantité de bourgeons vivants aussi. C'est ça qu'on doit inspecter lors de la taille là, pour s'assurer d'avoir du raisin pour la cuvée 2022. Fait que là, on est dans ce blitz-là parce que nous, dans Charlevoix, on dirait qu'on n'a pas de printemps. Là, on passe de « on n'est pas capable de rentrer dans le vignoble parce qu'il y a de la neige » à « il y a des bourgeons qui ouvrent ». Donc, il faut faire ce travail-là très rapidement. Puis s'ensuit, ou en même temps, là, de façon un peu synchrone, là, un désherbage mécanique, justement, là, qui est fait pour garder les pieds de vigne là, le plus propre possible, puis essayer justement de donner le maximum d'énergie à la vigne, justement, pour qu'elle puisse produire des belles tiges, des belles feuilles, puis éventuellement de beaux raisins. Le 5 juin prochain, à l'église Morébé de la Malbaie, on présente le spectacle baroque festif et nous avons rencontré Anne Thivierge, qui est traverseau au sein du groupe La Chamaille, qui nous présente le programme de ce concert de musique baroque. Madame Thivierge, tout de suite, avant d'aller plus loin, là, de quoi on parle quand on parle de musique baroque? La musique baroque, en fait, c'est la musique qui a été écrite pendant une certaine période, dans les années 1700 ou fin 1600 jusqu'à 1750 à peu près. Donc, ça couvre une grande période de composition et de compositeurs qui sont très connus, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, Vivaldi, plusieurs compositeurs que les gens connaissent bien, mais qui ne savent pas nécessairement qu'ils ont vécu pendant la période baroque. Nous, la Chamaille, en fait, on se spécialise dans la... Oui, c'est votre groupe, la Chamaille, oui. La Chamaille, pardon, oui, se spécialise dans l'interprétation de la musique ancienne. Donc, nous, on va aussi chercher de la musique de la Renaissance et des fois, on étire un petit peu plus loin que la musique baroque aussi. On va un petit peu plus loin. Mais nous, la spécificité, c'est qu'on joue sur des instruments, le type d'instrument qui était utilisé à l'époque baroque. Donc, par exemple, la flûte traversière baroque que moi j'utilise, l'instrument que je joue, donc, c'est un instrument qui est l'ancêtre de la flûte traversière en métal qu'on connaît, qui est utilisé aujourd'hui dans les orchestres.
Mais nous, la spécificité, c'est qu'on joue sur des instruments, le type d'instruments qui était utilisé à l'époque baroque. Donc, par exemple, la flûte traversière baroque que moi j'utilise, l'instrument que je joue, donc, c'est un instrument qui est l'ancêtre de la flûte traversière en métal qu'on connaît, qui est utilisé aujourd'hui dans les orchestres. Donc, vous jouez de la musique baroque avec les instruments tels qu'ils étaient à l'époque. Exactement. C'est ce qui donne une sonorité vraiment particulière aux œuvres de l'époque baroque. Là. Ça donne vraiment une très belle sonorité, très chaleureuse, et c'est des instruments en bois la plupart. Donc, on entend comme à l'époque. Donc, pour ce programme-là de concerto, on avait besoin de plus de musiciens que notre noyau de musiciens habituels. D'habitude, on est 4, en fait. Une flûte traversière, moi qui le joue, une flûte à bec, qui est Caroline Tremblay, et un archiluth et un théorbe, habituellement. Donc, c'est des instruments qui sont dans la famille des luths, un peu comme qui peuvent ressembler à la guitare. Donc là, pour le concert, on avait besoin de beaucoup plus de personnes pour faire l'orchestre. Donc, on a des violons en plus, 2 violons, on a un basson aussi, qui est un instrument à vent, un basson baroque toujours. Donc, c'est tous des instruments anciens. Et on va avoir aussi un clavecin. Donc, ça va être bien fourni. On va avoir une sonorité bien fournie, bien remplie. Le concert est à 14h et à 13h. On fera une petite présentation pour discuter avec les gens. En fait, les gens pourront parler avec des membres de la Chamaille pour poser des questions justement sur la musique baroque. Qu'est-ce que c'est, les instruments, pour entendre les instruments. Une petite discussion plus intime, là, disons, que durant le concert. Donc, ils sont attendus en grand nombre à 13h. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, c'est le retour de la classique hivernale Charlevoix. Absolument. Donc, mieux connu avant sous la classique hivernale Bauer, quoi que les deux peuvent se dire à l'heure actuelle. Donc, oui, il faut rappeler que l'événement en 2021 avait été cancellé dû à la pandémie et en 2022, c'était seulement un report d'activité. Donc, tu as le report. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en vient parce que le vendredi 24 septembre à l'Arena de Clermont dès 15h, ce sera l'événement principal. Donc, les joueurs des anciens Canadiens qui vont affronter l'équipe de la Poche Bleue. Donc, la Poche Bleue, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un podcast animé par Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Donc, également 2 anciens joueurs du Canadien de Montréal. Donc, les 2 formations qui vont s'affronter. Et Maxime, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas qu'un match de hockey, il y a également une clinique de perfectionnement. Oui, bien juste avant, donc à 12h30, plutôt en journée, il va y avoir des jeunes qui vont pouvoir participer à un cadre de perfectionnement avec d'anciens joueurs, notamment le Dave Morissette et Stéphane Quintal qui vont se joindre au groupe là, pour aider les jeunes à mieux se performer. Donc ça, vraiment, là, je pense que pour les jeunes, c'est un beau cadeau d'avoir ces gars-là. Rappelons enfin là, que la classique hivernale, c'est également pour amasser des fonds pour des œuvres. Oui, bien écoutez, le but, en fait, c'est d'amasser 75 000 $ pour des organismes charlevoisiennes. Et là-dedans, bien là, on pense au service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, le Centre communautaire pro-santé à Baie-Saint-Paul et également le fameux FRIL, donc le Fonds régional d'infrastructures en loisirs là-dedans. Donc, c'est encore le moment d'acheter des billets disponibles. Oui, on se procure ça où? Oui, donc on va sur le site classiquecharlevoix.com et pour ceux qui avaient déjà des billets d'acheter auparavant, l'organisation a dit... L'an dernier? L'an dernier, exactement. Donc, on a dit, on va les honorer. Donc, on peut évidemment se rendre sur le site ou encore les contacter là, pour savoir comment faire. Mais il va y avoir là, justement là, les billets qui ont été achetés, oui, vont être honorés comme tels parce que les gens ont déboursé un montant malgré tout. Là. Alors, on sait également que le vélo de montagne est là pour rester aux sources joyeuses. Oui, ça, c'est sûr, c'est là pour rester parce que la bonne nouvelle, c'est que les travaux ont commencé, Martin, dernièrement, pour aménager 4 km de sentiers. Donc, c'est commencé et la fin des travaux est prévue pour septembre. Là, je vais être décortiquer le tout rapidement. Oui, un peu. Donc, actuellement, ça veut dire c'est que dès cet été, on va avoir des pistes disponibles qui vont être accessibles et à la fin septembre, la globalité va être terminée.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se souvient qu'en 2021, on avait 2 km de façon intermédiaire qui étaient déjà disponibles. Oui. Actuellement, on parle de 7 sentiers qui sont balisés pour un total de 9 km présentement. Ça commence à avoir de l'allure. Bien, ça a de l'allure. Et là, ben, on ajoute justement 4 km de plus de sentiers. Donc, on fait le calcul rapidement, pas loin de 13 km de sentiers fin septembre qui vont être accessibles à tout le monde. Et on propose également là, une façon de financer les opérations. Oui, bien là, parce que le montant pour mener à terme le projet, on parle de 6 600 beaux dollars. Donc, le comité qui a lancé une campagne de financement, bien sûr, ça, c'est la norme des choses. Mais également, l'organisation invite les membres qui vont participer, bien pas les membres, mais plutôt les amateurs qui vont participer au sentier, à donner un montant de 100 dollars pour contribuer à la bonne cause. Et en échange, bien, ils auront accès là, au sentier durant l'été également l'an prochain. C'est quand même une belle occasion de contribuer puis d'en profiter. Absolument. On fait d'une pierre deux coups. On aime ça. En terminant, je pense que c'est bien important de le dire. Là, oui. Il y a 4 jeunes de Charlevoix qui ont performé à haut niveau là, au championnat canadien de judo. On est très contents parce que c'est 4 élèves du club de judo qu'on appelle Sakura Baie-Saint-Paul. Donc, évidemment, on pense à Mme Diana Mio qui est dans le giron de ça. Voilà, qui ont participé à la compétition. Et c'était style ouvert à la compétition. Il n'y avait pas vraiment de degré. C'était vraiment ouvert pour les gens qui voulaient y aller et performer. Donc, vraiment, regardez les jeunes ici, là, ça s'est fait au complexe sportif Claude Robillard, c'était à Montréal au mois de mai dernier. Et là, on parle de classement, Martin, parce qu'il y en a qui ont performé là-dedans, là, on va le souligner, donc au classement. On voyait ici, tout d'abord pour les U16, donc c'est l'âge, évidemment, U16 pour 16 ans. Alors là, ici, le 4e sur la photo, qui s'appelle Olivier Fortin, lui a terminé en 7e place pour la catégorie... 7e canadien. 7e canadien pour la catégorie des plus de 73 kg, il faut le préciser. Maintenant, pour U18, donc U18 pour, bien sûr, les 18 ans. Les 18 ans. Donc, Charles Pérus, 2e sur notre photo ici, lui, même position, 7e position, mais ici pour les moins de 60 kg. OK. Il faut le préciser. Toujours au niveau canadien. Et voilà. 7e au Canada. Et voilà. Okay. Donc, le restant, bien, écoutez, on a Steven Simard qui est le premier ici et Tristan Pérus qui est le 3e. Eux n'ont pas vraiment accompli de position de tête comme telle, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça a été une expérience vraiment extraordinaire, même si ces gars-là n'ont pas été, là, comme on dit, sur le podium, au stade. Mais pour ces 4-là, vraiment, ça a été une très belle expérience. Et Mme Amiot, qui félicite et remercie l'entraîneur, elle remercie et dit bravo aux commanditaires qui ont permis à ces jeunes-là de vivre une aventure formidable. Et regardez, je vous garantis que quand dans 10 ans, ces jeunes-là, là, ils vont avoir un souvenir mémorable à raconter, c'est sûr. Et moi, Maxime Jaudoin, je vous remercie pour cette tournée des sports locaux. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour l'émission cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.